Cette vidéo est sponsorisée par Geekbuying. Hello YouTube! Après presque 2 ans et demi de travaux, on s'apprête enfin à installer notre ballon d'eau chaude dans l'appartement. Du coup, on a fait la demande auprès de notre fournisseur d'électricité pour passer sur un contrat heure pleine, heure creuse. En gros, si vous n'êtes pas familier avec le concept, au lieu d'avoir un prix fixe pour les kilowattheures qu'on consomme, peu importe l'heure de la journée, on va avoir 2 tarifs. Un tarif heure pleine, sensiblement plus élevé que le tarif de base, et un tarif heure creuse, qui sera lui beaucoup plus bas que le prix normal du kilowattheure. L'intérêt de ce dispositif, c'est d'inciter les ménages à utiliser leurs appareils énergivores pendant les heures creuses, donc pendant la nuit, pour éviter que tout le monde fasse tourner sa machine à laver, son lave-vaisselle, son sèche-linge et que sais-je d'autre, tous à la même heure. Comme ça permet de lisser la demande et d'éviter les pics de consommation. Et évidemment, l'intérêt pour nous en tant que consommateurs, ça va être d'utiliser un maximum d'équipements la nuit pour payer moins cher en électricité. Dans le cas d'un logement comme chez nous où on va installer un ballon d'eau chaude électrique, c'est évidemment l'idéal parce que le ballon, il n'a pas besoin de chauffer en continu sur toute la journée. Il peut chauffer uniquement la nuit, donc consommer uniquement sur les heures creuses et conserver et restituer l'eau chaude au cours de la journée. On va également pouvoir faire la même chose avec des appareils qui fonctionnent de manière ponctuelle comme un lave-vaisselle ou une machine à laver pour plutôt les faire consommer la nuit ou éventuellement les programmer pour qu'ils se déclenchent pendant les heures creuses. Encore que c'est pas toujours évident, hein, on en parlera un peu plus tard. Mais pour tout ce qu'on est obligé d'utiliser la journée et sur lequel on n'a pas le choix, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une solution, un moyen de consommer de l'électricité en heures creuses et de pouvoir la restituer pendant la journée? En tout cas, c'est la question que je me suis posée et c'est ce à quoi on va s'intéresser dans cette vidéo. Eh ben j'aimerais bien savoir comment tu vas faire ça. Eh ben on va tout simplement utiliser une station électrique portable. Ce genre d'équipement c'est de plus en plus populaire parce que maintenant les fabricants arrivent à construire des stations électriques qui sont vachement puissantes pour un prix relativement abordable. Donc en gros c'est l'équivalent d'une batterie externe, vous savez le truc pour téléphone portable qu'on avait tous il y a quelques années, mais en format XXL. Et avec ce genre d'équipement on va pouvoir stocker de l'énergie et la restituer quand on en a besoin. En général une station électrique portable ça sert principalement sur les endroits où on n'a pas d'électricité. Donc par exemple si on réalise des travaux sur un chantier où il n'y a pas d'électricité, ça va être super pratique. Ça nous aurait d'ailleurs bien servi ici en début de chantier, mais bon c'est pas grave, vous savez quoi, on a d'autres projets, alors calmez-vous, pas pour tout de suite, mais à long terme, on a d'autres projets de rénovation, donc ça nous sera utile à ce moment-là dans cette situation. Ça va être aussi très utile à toutes les personnes qui font du camping ou alors qui vivent en van ou dans des tiny houses et qui vont donc avoir besoin de stocker de l'électricité. Et du coup, ça peut être aussi pas mal pratique quand on a des coupures de courant dans son logement. Je sais pas si ça a été le cas chez vous, mais nous, l'hiver dernier, on a eu de temps en temps des petites coupures, alors pas très longues, 10-15 minutes, mais suffisamment pour arrêter le frigo et le congélateur, ce qui peut être un peu problématique si ça se prolonge. Et donc l'intérêt d'avoir ce genre d'équipement à la maison, c'est qu'on va pouvoir venir brancher des choses qu'on a besoin d'utiliser avec de l'électricité tout de suite, même quand il n'y a pas de courant, et c'est lui qui va générer le courant quand EDF est surbooké. Bref, il y a encore tout plein d'autres usages, mais dans notre cas, il va surtout nous servir à pouvoir emmagasiner l'énergie pendant la nuit, pendant les heures creuses, et on va pouvoir faire marcher notre électroménager la journée sans payer l'électricité au tarif des heures pleines. Et c'est quoi exactement cette machine? Donc cette station électrique en particulier, c'est Fossibot 3600. Pour sa puissance de 3600 watts. Donc elle est suffisamment puissante pour alimenter des gros électroménagers de cuisine, un four, un frigo, un congélateur, mais aussi d'autres équipements, une télé, un ordinateur, une machine à laver et même une voiture électrique. Celle-ci c'est un gros modèle, il me semble d'ailleurs le plus gros modèle disponible sur Geekbuying, mais après il y a évidemment des modèles plus petits mais qui sont aussi moins puissants et qui sont aussi moins lourds parce que celle-ci elle fait un petit peu plus de 40 kg. Mais bon heureusement elle est sur roulette et elle a aussi une poignée pour pouvoir la déplacer facilement, donc même pour quelqu'un comme moi avec des petits bras, et ben c'est quand même facilement déplaçable dans l'ensemble de l'appartement. Donc moi j'ai bien envie d'aller regarder si elle peut alimenter notre machine à laver. Donc j'ai rempli la machine avec toutes nos affaires de travaux, parce que comme ça on les aura tout propres pour s'y remettre dès que possible. Et surtout il a fallu aller débrancher la machine à l'arrière, alors ça c'est le truc un peu galère. Honnêtement on se dit que si c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire une fois que la machine sera à son emplacement définitif dans les toilettes / buanderie, il faudra peut-être qu'on revoie l'emplacement exact de la prise, parce que nous on a positionné toutes nos prises à l'arrière des équipements, et finalement pour devoir les débrancher et les rebrancher il faut bouger
reconnecter obligatoirement l'équipement à chaque fois. Du coup, s'il y a une coupure électrique et que notre frigo s'arrête de marcher, on va pas pouvoir venir brancher le frigo sur le Fossibot parce que ça nécessiterait de carrément enlever le frigo encastré du meuble pour pouvoir le débrancher. Donc je vous dis ça parce que ça peut être intéressant d'y réfléchir en amont pour le choix de votre implémentation électrique. Alors, hop. Voilà, donc la machine s'est allumée au moment où je l'ai branchée. On va mettre un peu de lessive. Donc je l'ai chargé à 100% cette nuit et on va voir au bout d'1h39 quand la machine sera finie à combien de pourcentage de batterie on sera, en sachant que là c'est cool parce que du coup il est 18h, donc on est en plein dans les heures pleines et on va pouvoir consommer du coup l'électricité du Fossibot. En fait, je sais pas si vous savez, mais les horaires des heures creuses, ils diffèrent en fonction de là où on habite. Et nous ici, nos heures creuses, elles commencent à plus de minuit 3 pour être exact. Du coup, c'est pas du tout pratique pour lancer les machines en heures creuses, parce que si on attend 3, et ben ça fait qu'on doit étendre la machine à 2h du matin. Alors évidemment, on pourrait aussi la programmer pour qu'elle se déclenche au milieu de la nuit et qu'on puisse l'étendre le matin. Sauf que honnêtement, ni Stéphane ni moi, on est du matin. Et donc même si on s'organise pour faire ça le week-end par exemple et pouvoir étendre la machine en se levant, et ben il y a quand même des chances pour que notre linge il reste plusieurs heures dans la machine, tout compressé et humide, avant qu'on ait la motivation de se lever pour aller l'étendre. Ça y est, c'est fini. Alors, verdict. Ah, 91, pas mal. Même pas 10%. J'aurais cru que ça aurait consommé plus, hein. Ah, c'est cool! Bon, c'est bien gentil tout ça, mais je suis pas sûre que le prix de la machine compense les quelques euros économisés. Alors, on est bien d'accord que je suis pas du tout en train de vous dire d'acheter un Fossibot uniquement pour l'utiliser comme ça, mais c'est plus pour vous donner des idées si jamais vous hésitez à investir dans ce genre d'équipement, pour votre chantier par exemple, de comment ça peut être aussi utilisé sur du plus long terme, et aussi de vous faire réfléchir différemment sur la conception de votre projet d'aménagement, notamment comme ce que je vous disais de positionner les prises des électroménagers dans les meubles d'à côté, pour pouvoir facilement y accéder en cas de coupure de courant par exemple, pour que la station électrique puisse prendre le relais. En tout cas, nous, si on avait su, clairement, on aurait fait ça pour notre frigo encastré. Surtout que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut aussi recharger le Fossibot avec des panneaux solaires. Bon, malheureusement, c'est pas possible pour nous ici parce qu'on n'a pas d'espace extérieur où on peut les installer, mais si vous avez un jardin bien exposé, vous pouvez carrément générer votre propre énergie. Et en plus, j'ai un petit code promo pour vous, vous retrouverez toutes les infos dans la description. Ah, effectivement, c'est pas mal ça. Mais sinon, à part l'électroménager, ça peut servir pour quoi d'autre? Bah nous, depuis qu'on l'a, on l'utilise pour brancher tous nos outils et nos équipements pour les travaux. Toujours dans cette démarche de consommer en heures creuses pour restituer l'énergie pendant la journée. On peut bien sûr charger tous ces équipements électroniques. Il y a une dizaine de ports spécifiques. Et surtout, ça nous est extrêmement utile pour brancher des machines qui vont être allumées sur une longue période, comme ça. Ça, c'est une machine qui sert à faire de l'impression 3D et c'est vraiment trop cool parce qu'on va pouvoir imprimer plein de trucs qui vont nous être utiles pour la maison. Alors sur Geekbuying, ils ont plein de modèles d'imprimantes 3D différentes, mais celui-ci c'est le Creality K1 et c'est un des modèles les plus performants. Il a une vitesse d'impression beaucoup plus rapide que la plupart des machines disponibles sur le marché. C'est une boîte fermée, donc ça c'est cool parce que ça évite quand même de prendre la poussière, surtout quand on est en travaux. Et en plus, c'est une machine qui est facile à prendre en main pour les débutants parce que nous, on n'avait jamais fait d'impression 3D avant. On a juste suivi pas à pas tout ce qui était indiqué sur la notice. Bon, le seul truc sur lequel on a un petit peu galéré, c'était l'installation de la caméra qui va à l'intérieur parce qu'on n'avait pas compris qu'il y avait une petite encoche qui permettait d'ouvrir le loquet pour passer le fil de la caméra. On a regardé des tutos sur internet et ça s'est très bien passé. La Creality K1, elle est aussi fournie avec plein d'accessoires et avec une bobine de 200 grammes de filament, ce qui nous a permis déjà de faire quelques tests.
Notre premier essai, c'était un modèle qui était déjà intégré dans l'imprimante, donc c'est rien du tout, hein, c'était juste histoire de tester l'impression et de voir comment utiliser la machine. C'est assez rigolo, c'est flex et en même temps c'est assez résistant. Je suis vraiment impressionnée d'arriver à créer des trucs à partir de juste une bobine de filament, c'est-à-dire presque rien du tout. Et pour le deuxième essai, on a voulu imprimer quelque chose qui allait nous être utile pour les travaux. Un support pour la petite ponceuse Mirka pour pouvoir l'accrocher à l'escabeau quand on est en train de poncer les murs et pas avoir à redescendre à chaque fois pour la poser au sol. Et c'est ça qui est cool avec l'impression 3D, c'est que ça permet de créer des objets et des pièces spécifiques qu'on trouverait pas forcément dans le commerce. Bon, sur ce deuxième essai, on s'est un peu foiré, même complètement foiré. Je peux toucher? Oui. Premier essai complètement pété. Parce que nous, évidemment, on n'a pas créé le design 3D, on l'a juste récupéré en ligne sur des sites comme Printables, où les gens mettent gratuitement à disposition leur création, et ensuite on a juste à télécharger le document et à imprimer l'objet. Mais on n'avait pas compris que pour certains objets, il faut aussi imprimer des supports, parce que là, clairement, ça s'est imprimé comme ça, et évidemment, ce qui s'imprime ici, ça peut pas tenir dans le vide, donc ça n'a pas arrêté de tomber, et du coup, ça fait des petits filaments un peu bizarres. Mais bon, c'est aussi un apprentissage. Et pour notre troisième essai, ça a été beaucoup plus concluant parce que là on a pu enfin imprimer un objet qui allait vraiment nous servir. C'est pas trop cool, sérieux? Évidemment, moi j'ai des tonnes d'idées de trucs que je veux imprimer en 3D, des petits outils pour les travaux, des objets pratiques pour la maison, des décorations de Noël, des pots et des tuteurs pour mes plantes. D'ailleurs, je propose qu'on se lance une petite impression maintenant, et comme on est en pleine journée, vient de sonner parce qu'il a passé la barre des 10%, mais il reste
45 minutes, donc j'ai envie de tenter le coup et d'aller jusqu'au bout, quitte à épuiser toute la batterie. Vraiment une belle bête. Bon, par contre j'ai peut-être un petit peu abusé de le pousser à bout comme ça, parce que quand on a démarré l'impression, elle était à 32%, et je pense que c'était déjà un peu juste. On est descendu jusqu'à 6, là c'était vraiment très juste, parce qu'on n'est pas censé passer en dessous de 10%, d'ailleurs à 10% elle a commencé à biper. Donc j'éviterai de refaire ça la prochaine fois, je serai un petit peu plus prévoyante, et je le rechargerai en amont, mais là bon, c'était pour le test, parce que cette impression elle durait quand même 5h30, mais il y en a certaines que j'ai envie de faire qui durent encore plus longtemps, donc je prendrai mes précautions. Ah, il a réussi à finir alors qu'il restait que ça dans la bobine. Ouf, on a eu chaud. Donc pour vous donner une idée, voilà tout ce qu'on a pu imprimer avec 200 grammes de filament. On a les 3 objets que je vous ai montrés précédemment, donc le test pour être sûr que la machine fonctionne, notre support pour ponceuse Mirka, bon, qui a pas super fonctionné, on en refera un, et mon repose téléphone, trop pratique et trop joli aussi. Et puis ce petit pot tête de mort qui est parfait pour y mettre une petite plante. Et 2 petites flèches, ça vous savez, c'est pour faire les joints en silicone. Bon alors on n'a pas encore testé, hein, j'espère que ça fonctionne. Et puis bien sûr, on perd un petit peu de matière pour imprimer des supports. Bon alors par contre moi les supports je les conserve parce que je pense que j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir les réutiliser, mais on parlera de ça à une autre occasion. On a bien kiffé notre petite initiation à l'impression 3D et on va bien sûr commander d'autres bobines de filament pour pouvoir imprimer encore plus de trucs parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plein d'idées de trucs que je veux imprimer. Et si vous c'est quelque chose qui vous fait envie mais que vous hésitiez à vous lancer, il y a souvent des offres intéressantes sur Geekbuying et puis en plus j'ai également un code promo pour cette machine que vous retrouverez dans la description. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas la dernière fois que vous entendez parler de ces machines. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite du chantier.